in Rechten. bir müşteri olan Yani im rechten Teil an der Nordseite. Moving forward. Et nous passons maintenant au dernier temps de ces 2 jours de rencontre, le point de vue des grands témoins. Donc, comme vous le savez, il y a dans cette salle 3 personnes qui ont pris des notes pendant 3 jours. Alors, il y en a au moins un des 3 que vous connaissez, puisque Jean-Marc Hoffner s'est déjà dévoilé. Il est intervenu à plusieurs reprises. On a même eu le sentiment qu'il avait un espèce de dialogue quasi privé, pour ne pas dire quasi amoureux, presque de vieux couple, avec Francis Bossir. Mais il n'y a pas que Jean-Marc Hoffner, il y a aussi Marie-Flore Mattei, du fameux PUCA, dont on a tant entendu parler. Enfin, le PUCA est incarné. Et puis, il y a également Laurent Thévos, qui a pris la parole brièvement ce matin. Voilà. Donc, vous avez une lourde tâche, puisqu'il vous appartient, vous l'avez accepté, on vous en remercie beaucoup, il vous appartient de nous proposer ce qui, selon vous, gagnerait à être retenu de ces 3 jours très denses, de ces 2 jours très denses. Donc, quelle est pour vous la substantifique moelle de ces 2 journées? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Est-ce que vous aviez déjà tout entendu? Qu'est-ce qui vous a irrité? Qu'est-ce qui, au contraire, vous a fort heureusement surpris? Voyez-vous les choses différemment? Avez-vous changé de lunettes? Enfin, apparemment, la question ne peut se poser que pour Laurent Thévos, car il est le seul à en avoir. Mais on nous a appelés à changer de lunettes. Est-ce que vous confirmez ce sentiment? On va donner la parole à Marie-Flore Mattei d'abord, puisque honneur aux dames. Merci beaucoup de m'avoir demandé d'être le grand témoin. Tâche très compliquée dans la mesure où pendant 2 jours, il y a eu beaucoup de communication très riche, échanges très riches. Et d'ailleurs, je me disais que, comme vous l'a dit Sylvain Kahn, je suis au PUCA et que par les questions soulevées, on pouvait élaborer une programmation pour 50 ans. Des tas de questions qui n'ont pas de réponse et qui appellent un certain nombre de réponses. Alors, moi, je vais vous faire plutôt une restitution assez mosaïcale, si vous me permettez d'employer ce terme, et pas un discours très, très construit. Parce que c'est quand même assez compliqué. Donc, je vais vous lister les différents points qui m'ont paru intéressants et dont, il me semble, on pourrait se ressaisir. Alors, premier point, en introduction, Vincent Kaufmann a dit, parlant des débats, « La parole, ça ne se donne pas, ça se prend ». Et il me semble que si le thème du périurbain a été muet pendant un certain temps, même si, comme l'a dit Jean-Marc Hoffner, il y a un certain nombre de chercheurs qui s'en étaient emparés, Jean-Michel Roux dans la salle, mais il y avait aussi Martine Berger, présente aussi, Francis Bossir, bon, je ne vais pas tous les citer, c'est vrai que c'était déjà, il y a un certain temps, un objet de recherche. Mais ces chercheurs étaient relativement rares, et aujourd'hui, l'ensemble des communications présentées, l'ensemble du public, montre que c'est un thème d'actualité et un thème qui intéresse beaucoup de personnes. Alors, juste une petite incise, je ne sais plus qui a dit, mais il me semble que c'est quand même intéressant à souligner, c'est que pour le décrier ou le défendre, ce sont les mêmes, enfin pour le décrier plus exactement, ce sont exactement les mêmes arguments qui sont employés que lorsqu'on décriait la ville-centre, la ville dense. Les mêmes arguments pour le décrier sont utilisés. Alors, avant de vous présenter mon espèce de catalogue, 3 points. Le périurbain, je crois que de ces journées, on peut dire, le périurbain existe, il faut en tenir compte, il n'est pas prêt de disparaître, d'autant moins que, on l'a dit à plusieurs reprises, et surtout dans cette dernière table ronde, c'est un espace de production. Donc il est là, il faut s'en saisir. Le deuxième point, un peu en introduction de ma liste, c'est que
même si c'était le thème de ces 2 jours, et que, bien évidemment, il y a un effet sur la manière dont on s'en est emparé, il ne faut pas passer du rejet du périurbain à son apologie. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, et il ne faut pas passer donc d'une approche qui le décrirait à une approche aujourd'hui laudatrice. Au même titre que la ville dense, que la ville historique, il a ses avantages, ses inconvénients, ses défauts, ses qualités. Le 3e point, et j'en aurai fini, c'est qu'il conviendrait à ne pas trop l'autonomiser. Je m'explique. Jusqu'alors, on l'a appréhendé comme un espace en totale dépendance du centre, selon un modèle bien connu, centre-périphérie, voire au mieux comme un espace de complémentarité de la ville dense, sans vraiment l'analyser et en le laissant, hormis les travaux que j'ai mentionnés précédemment, dans le domaine de l'impensé. Donc aujourd'hui, des études, des recherches s'en emparant pleinement, montrant son propre fonctionnement, sa relative autonomisation sont totalement légitimes. Mais en revanche, il ne faudrait pas se laisser dépasser par l'objet. C'est-à-dire que le sujet est tellement passionnant que ça en devient l'objet pour l'objet et on risque d'en faire un espace un peu hors tout. C'est-à-dire un espace hors relation finalement. Donc, je vais passer au petit catalogue dont je vous ai parlé. Premier point, un regard que j'ai intitulé un regard décalé. J'ai trouvé excellente et très stimulante l'idée de croiser les regards des chercheurs avec le regard d'acteurs, d'artistes, de plasticiens. Je trouve que c'est extrêmement fertile. Je m'étais déjà fait cette remarque lors des dernières rencontres de l'AFNO à Bordeaux, qui étaient un peu fondées sur le même principe. Ça permet de porter un regard autre, enfin regard sans jeu de mots, de décaler d'une certaine manière le regard, et c'est pour les chercheurs, pour les gestionnaires de la recherche, aussi une manière de renouveler les questionnements. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'évidemment, dans mon catalogue, il y a des tas de thèmes qui ont été abordés lors de ces 2 jours, dont je ne m'emparerai pas, j'en suis désolée, parce que tout était intéressant, mais il fallait bien faire une sélection. Alors, les enseignements. 1, la diversité des situations. Le périurbain n'est pas unique, il y a des périurbains. Le périurbain recouvre une multiplicité de situations, tant spatiales que sociales. Ce peut paraître aujourd'hui un truisme que de dire ça, mais une grande partie des communications l'a vraiment démontré. Le dire est une chose, le démontrer en est une autre, l'intégrer encore une autre. Et il me semble que, ne serait-ce que la table ronde de ce matin, où tous les participants étaient d'accord sur cette diversité des périurbains, tout le monde s'accordait sur ce fait. En revanche, dans l'explicitation, dans les échanges, dans l'argumentation, très souvent, le périurbain ne devenait plus qu'un. 3e point, que j'ai intitulé « Le périurbain, l'espace de la dérégulation ». Dans beaucoup des propos entendus, le fait que le périurbain, ou tout au moins beaucoup de ces espaces, connaissent aujourd'hui une certaine organisation, à l'image de celle projetée dans la ville dense, est présenté comme une avancée ou comme l'avenir souhaitable, montrant dans une certaine mesure finalement que le périurbain se range dans le droit commun. La question que je me pose, c'est finalement, n'est-ce pas la dérégulation, connue jusqu'alors dans ces espaces, qui en fait son intérêt et sa richesse? Il me semble que c'est une question qu'il faut soumettre au débat. Question d'autant plus importante et d'autant plus cruciale qu'aujourd'hui nous vivons dans un contexte de crise économique, crise écologique, enfin tout le monde sait ça, et que ça peut être intéressant. C'est-à-dire que l'espace de production de la ville ordinaire s'oppose, et l'espace de la production de la ville ordinaire, c'est le périurbain, s'oppose aux opérations d'urbanisme, grands projets, ZAC, etc., car ça relève de décisions individuelles. Du coup, c'est la possibilité qu'il donne, et ça a été très très souvent abordé par sa malléabilité, par son informalité, qui semble intéressant.
Alors, l'informalité renvoie souvent dans les représentations, notamment parmi les géographes, à l'illégalité, dans la mesure où ça renvoie aux travaux des années 70 sur l'habitat informel. Sauf que informalité ne veut pas obligatoirement dire informalité. Tout ce qui est oui. Oui, la formalité n'est pas obligatoirement illégale, excusez-moi, notamment dans les domaines qui nous concernent. Et à ce titre-là, il me semble que l'exposé d'Annie Fourcault, mettant en perspective ce qui se passait tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale sur les mal lotis, est particulièrement riche et intéressante, et il y a peut-être un certain nombre de choses dont il faudrait que l'on se ressaisisse. De la même façon, il me semble que, de par l'informalité, on échappe à une certaine forme, enfin non, à la régulation publique. Et c'est un petit peu, enfin même beaucoup, ce que nous a montré Marc Dumont dans sa recherche sur les pédibus, en démontrant très bien, que justement, si les pédibus marchaient, s'ils étaient intéressants, c'est dans la mesure où ils n'étaient pas vraiment institutionnalisés, parce que s'ils étaient institutionnalisés, ils seraient considérés comme un service, donc n'auraient plus du tout le même intérêt, et surtout ne fonctionneraient peut-être pas aussi bien. Mon quatrième point, qui découle un peu de cet espace de la dérégulation, c'est l'espace de l'adaptabilité. Alors, espace de l'adaptabilité, lié, comme il a été dit, à son potentiel de productivité, et d'ailleurs le terme tampon a été très très souvent employé dans les différentes communications. Alors bon, je ne vais pas revenir sur la maison individuelle qui s'adapte à l'évolution de la famille, on transforme, on ajoute un étage, on transforme le garage en atelier, la parcelle permet de cultiver quelques légumes, enfin on peut vraiment, c'est vraiment un espace malléable et adaptable. Autre chose, c'est l'exemple italien, je crois, qui montrait que la maison qui, au départ, ne devait abriter qu'une famille, est, en raison de la crise économique et des besoins financiers, est aujourd'hui abrite 2 ou 3 familles. C'est la vente à la découpe des pavillons. Et les projets BIMBI, qui sont très développés notamment par l'ANR, participent de cette même logique. Ce qu'il a été dit aussi, et bon, dans beaucoup de communications, c'est que les périurbains ont les mêmes caractéristiques sociologiques que l'ensemble de la société française. C'est-à-dire que les périurbains ne sont pas monocolores. Je voudrais juste un tout petit peu nuancer ce que je viens de dire en parlant des jeunes. En effet, il a été dit que il y a 3 jeunes de moins de 20 ans pour 2 personnes de plus de 60 ans dans le périurbain. Et là, je voudrais aborder une question qui me semble essentielle dans ces espaces, qui est la question de l'autonomie. Non pas du périurbain, mais des individus. Et je trouve que l'on a répondu un peu vite à l'internaute. S'il est vrai que les ados peuvent s'ennuyer, où que ce soit, dans les centres-villes, en banlieue, au-dessus d'un cinéma, c'est pas tout à fait la même chose dans le périurbain. En ville et dans la grande majorité des communes de banlieue, l'adolescent, pour se déplacer, ne dépend de personne. Il peut faire ce qu'il a envie de faire, en général retrouver ses amis, à pied, en transport en commun. Ce n'est pas vrai dans une grande partie du périurbain. Cette dépendance est abordée pour les personnes âgées, beaucoup moins pour la tranche d'âge dont je viens de parler. Alors, ils peuvent évidemment le faire en 2 roues motorisées, en vélo, sauf qu'on n'a pas encore d'autoroute pour les 2 roues. Et ces déplacements sont quand même relativement dangereux dans ces espaces, liés aux voitures, hein, pas à d'autres choses. L'autre point, toujours dans le catalogue, je suis un peu désolée, ce qui m'a frappée, et dans les débats que les présentations l'ont montré, c'est, et qui va un peu à l'encontre du sens commun, c'est l'ancrage des individus dans ces territoires.
on voit que dans le périurbain, constitué depuis un temps certain, les pratiques des habitants évoluent dans des bassins de vie relativement réduits. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, et pour conclure, je voudrais revenir au débat qui a été lancé hier par Jean-Marc Hoffner, citant une phrase de l'ouvrage très intéressant de Jean-Michel Roux sur la rurbanisation, et le rapport Mailloux. Il disait en substance, il y a 40 ans, le même constat était posé, les mêmes questions soulevées que les questions qui nous réunissent aujourd'hui. C'est vrai, je veux bien croire, et c'est vrai que la recherche est parfois amnésique. Beaucoup de questions reviennent de manière cyclique. Bien évidemment, comme ça a été dit dans le débat, les politiques mises en œuvre sont quelque peu schizophrènes. On veut lutter contre l'étalement urbain et on met en place la politique des prêts à taux zéro, c'est quelque peu contradictoire. Bien sûr, tout cela est vrai. Mais je prends le pari qu'une même réunion peut se tenir dans 10 ans, 30 ans, voire 50 ans, avec le même constat. Certes, le monde a évolué, donc le périurbain aura aussi un peu évolué. Si on ne change pas nos catégories d'analyse. L'hypothèse que je formule, et qui a été formulée dans un appel d'offres, c'est que la catégorie d'analyse périurbain, pour décrire la réalité urbaine, a perdu en partie son sens. Le penser, le périurbain, conduit à masquer la réalité, à s'empêcher d'analyser le monde urbain tel qu'il est aujourd'hui. Alors, le monde urbain a changé. Je ne vais pas faire un cours. La ville se diffuse, les périphéries s'équipent, la centralité se diffuse aussi. La proximité ne recouvre pas du tout la même chose, avec la vitesse des déplacements, l'émergence des nouvelles technologies. Enfin, l'émergence est maintenant aussi l'assise des nouvelles technologies. Grâce au déplacement et à la mobilité, on assiste à un affranchissement des distances. Au sein d'une même famille, les territoires pratiqués peuvent ne pas être les mêmes, etc. Et surtout, lorsqu'on parlait ville, donc avec ces catégories, on parlait d'un territoire limité, c'est-à-dire un territoire que mentalement, on pouvait appréhender. Aujourd'hui, les limites sont floues. Et si on appréhende la ville, l'urbain, on ne peut le capter que par fragments. La société évolue. Les modes de vie ne sont, et ça a été dit à plusieurs reprises, c'est vraiment intéressant, les modes de vie ne sont pas propres à un quartier, on peut les retrouver dans l'ensemble des espaces. De la même façon, il y a du centre partout, de la périphérie partout. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même ce que l'on peut observer. Et pourtant, nous continuons à penser l'organisation urbaine selon des cadres d'analyse et des concepts forgés pour se saisir de la ville historique. Donc, appréhender l'urbain en termes de ville-centre, de périurbain, empêche de penser le fait urbain. Nous devrions... Non, pas tout à fait. J'ai 2 minutes. Non ? Oui. Vous m'avez demandé, je vous ai dit, vous avez encore 2 minutes, vous m'avez dit c'est beaucoup 2 trop minutes, court, c'est bon. et puis vous avez déjà dépassé. Bon, alors, juste... Je fais ce que vous me demandez. C'est très, très, très gentil. Bon, alors, ce n'est pas simple exercice intellectuel, ça part d'une hypothèse forte, qui est qu'on ne pourra penser la ville durable, et on ne peut penser la ville durable, non pas en opposant les 2 modèles que sont la ville-centre et le périurbain, même si ce périurbain est constitué d'un certain nombre de centres et qu'on parle de polycentralité, mais en appréhendant l'urbain dans sa généralité. Je ne m'étendrai pas sur les problèmes de terminologie, mais je voudrais juste dire que le périurbain peut, du coup, dans ce cadre, cet espace-là, qui, à mon sens, contrairement à Jean-Pierre Orfeuille, je pense qu'il faut trouver un autre terme pour définir cet espace, peut, dans ce cadre, avoir un intérêt heuristique. Et plusieurs fois a été prononcé le mot laboratoire. Le périurbain pourrait être le territoire où l'on pourrait le mieux observer les nouvelles pratiques urbaines et permettre à ce titre de penser l'urbain. J'en profite pour dire qu'au PUCA, nous pensons peut-être lancer des expérimentations, des fenêtres d'observation dans ces espaces. Et si vous avez des sites un peu emblématiques, intéressants à nous proposer, nous sommes prêts à en discuter. Merci.
Merci beaucoup, Marie-Flore Mattei. Laurent Tévoz. Alors, le point de vue du grand témoin de l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Je me suis demandé ce que je pourrais dire à mes amis en rentrant de manière très rapide sur la teneur de ce forum. Et puis, n'étant pas français, j'ai quand même été frappé par la manière réitérée dont vous avez fait référence à la spécificité, au paradoxe français. Et puis, le dernier qui m'a surpris, c'est celui concernant les bicyclettes. Vous avez parlé du vélo en France, de la manière dont il est tellement massivement sous-représenté, sous-utilisé, alors que moi je considérais que vous étiez la patrie du Tour de France. Oui, mais justement, le Tour de France, c'est pour les vrais, je comprends les musclés. Je comprends que là aussi, peut-être, il y a une belle expression. Il y a beaucoup plus de disous que de faisous, comme le disait quelqu'un hier. Et je pense que c'est une chose qui me restera sûrement. À part ça, j'ai lu ces journées un peu à travers 2-3 prismes que j'aimerais juste vous évoquer pour que vous sachiez quelle est au fond la structure de ma subjectivité. D'abord, j'aime beaucoup ce proverbe qui dit qu'on n'entend pas les forêts qui poussent, parce que ça fait allusion à des processus. Et je vois l'urbanisation comme un processus. Et j'ai de la peine à, disons, des catégories qui séparent au fond les territoires. Je donne aussi beaucoup d'importance au phénomène de la gestion de la croissance, parce qu'on est dans une civilisation qui croît beaucoup, et on ne peut pas voir toute cette question de l'urbanisation sans se demander comment on gère la croissance à travers l'urbanisation. J'ai aussi une manière d'appréhender le temps court, moyen et long, qui le considère, comme le dit un historien bolivien qui s'appelle Zavaleta, qui prétend que ces 3 temps commencent en même temps. Il ne faut pas l'oublier, ils ne sont pas successifs. Et ça me permet de concilier au fond mes différentes casquettes, celle de chercheur où je m'occupe plutôt du moyen et du long terme pour conseiller le court terme, celui auquel j'ai affaire de temps en temps comme élu du Parlement régional auquel j'appartiens. Finalement, j'ai un penchant fort pour les approches systémiques et beaucoup de difficultés avec les approches manichéennes, avec le noir-blanc, le vrai-faux, les exclusions mutuelles. J'adore les contraires qui se complètent. Et puis c'est un peu avec ça que j'aimerais vous proposer 2-3 réflexions. J'avais préparé 2-3 slides, mais apparemment ils ont aussi disparu dans le naufrage. Mais c'est pas un problème, j'ai eu le temps de me préparer un petit support pour ne pas perdre le fil de ma pensée. Vous êtes pris à contre-pied, Laurent Tévoz. Alors je suis très content. Voilà. C'est ça le Tour de France. C'est parfait. Alors, j'étais venu un peu au début, le premier jour, j'ai eu l'impression d'assister à une histoire où on allait me raconter l'histoire de la périurbanisation. Voilà, ça m'a d'autant plus surpris qu'on a quand même pas mal parlé de ça, qu'on a passé rapidement sur le fait que c'était une réalité difficile à définir. Ça ne nous a pas empêché, à part ça, quand même malgré tout, beaucoup, de chercher à savoir si c'était bien, si c'était mauvais, si c'était durable ou bien pas, s'il y avait des bons ou des mauvais, des coupables ou bien pas. On a décrit et décrié la situation pour partager tout ce bon monde et savoir si quelqu'un avait raison. Au fond, ça a été un moment de la discussion. On a passé par un moment très important qui a été maintenant, je pense, entériné et sur lequel on ne va plus revenir, sur le fait qu'il y a des périurbains et pas seulement une périurbanisation. Ce qui ne veut toujours pas dire qu'on reconnaît qu'il y a, disons, des périurbanisations singulières sur peut-être une trame commune. Et si on le reconnaît vraiment, il me semble que ça devrait nous obliger à mieux comprendre et pas seulement expliquer la production de chacune de ces périurbanisations. Ça renvoie, à mon sens, à comprendre la logique des acteurs au-delà de leur individualité. Et je fais une petite parenthèse à ce sujet-là parce qu'au fond, en Suisse, nous aussi, on a des mauvais maires qui sont accusés de tous les maux possibles et imaginables. Vous changez de maire, puis ça ne change pas. Vous allez le voir à côté, puis c'est la même chose. Donc, est-ce que ce n'est pas au-delà des maires ? Je veux dire, c'est une structure de la situation qui les oblige à adopter une certaine logique de comportement. Et ça, je pense que c'est important de se préoccuper de cette logique sous-jacente qui est derrière les comportements individuels et singuliers des acteurs. Au fond, ce qui m'intéresse beaucoup, et puis là, je trouve qu'il y a eu quelques appels, pas beaucoup, encore pas assez à mon goût, sur les relations qu'il y a entre la ville compacte et la périurbanisation. Ça me paraît vraiment essentiel.
On ne va pas faire une grande analyse, mais moi, je ne connais pas beaucoup de villes compactes qui n'ont pas de périurbanisation. Est-ce qu'il y a des exemples à quelque part? Los Angeles, peut-être. Et puis, qu'est-ce que ça donnerait si on avait une ville compacte sans urbanisation, sans périurbanisation? Elle devrait réintégrer toute une série de fonctions dont elle a absolument besoin. Par exemple, ces espaces de détente, quand même des loyers bon marché, toutes les aires de stockage et de tri et de recyclage de ces déchets, tout ça, elle devrait le réintégrer. Des appartements bon marché, peut-être quand même un petit peu de faible densité, des maisons individuelles. Donc, en réintégrant tout ça, ce ne serait plus une ville compacte. Je suis particulièrement allergique à ce concept-là, je dois dire, et ce qui me permet et m'oblige, disons, au fond, à me pencher plus sur les relations entre ces deux concepts-là. Et si je le mets au milieu, au fond, la croissance, c'est parce que un des exercices auxquels on doit se livrer, c'est répartir cette croissance à quelque part dans le territoire. Indépendamment des préférences qu'on a, personnellement, elle doit bien aller à quelque part. Et je comprends que chacune contribue à l'autre. La ville contribue à la création du périurbain, inversement aussi. Donc là, il y a une interdépendance fonctionnelle, fondamentale, qui nous oblige à penser en et non pas en ou bien. Pour moi, il est particulièrement étrange de considérer le périurbain comme une anomalie. J'ai résisté à la tentation de vous montrer les 15 photos des différents lieux où j'ai vécu pour vous assurer que je n'ai pas contribué à cette anomalie-là, mais ce n'est pas au-delà de mes valeurs. Je ne comprends pas cette manière qu'on aurait d'opposer les deux choses-là. Ça nous oblige, il me semble, à évoquer avec beaucoup de sérieux la compréhension qu'on peut avoir des évolutions durant ces 40 dernières années et pour les 40 années à venir du périurbain. Comment ça s'est construit? Comment ça a encore continué à évoluer? Et si on reprend ça, je me suis permis de faire le petit schéma suivant pour évoquer quelques éléments qui ont été mentionnés puis les situer visuellement. Je comprends que tous les jours, toutes les années, il y aura encore un peu de périurbanisation. C'est un peu le flux normal de l'urbanisation qui, dans ce qu'on pourrait appeler la périurbanisation, va se construire tous les jours. Donc ça alimente au fond le stock. Ce qu'on a depuis 40 ans, qui chaque année grossit encore un peu plus et qu'on peut encore moins éviter de voir. On pourrait quand même en tirer quelques leçons, il me semble, de ce qui s'est passé pendant 40 ans, de manière à rétroalimenter ce qui se passe maintenant. 2-3 leçons sur qu'est-ce qu'on ne doit absolument pas faire. On ne va pas évoquer ici quelle pourrait être, mais on devrait quand même pouvoir apprendre ça. Je ne sais pas si ça s'est fait, si c'est des choses qui sont à disposition d'un investisseur, d'un maire, d'un ménage qui cherche un appartement ou une maison à quelque part, savoir au fond où ne pas aller et qu'est-ce qu'il ne faut pas produire actuellement comme urbanisation périurbaine. Et puis, dans la périurbanisation, on a vu, et j'ai particulièrement apprécié les interventions de M. Stivert hier sur l'évolution. Je vois bien les dangers de l'autonomisation de la périurbanisation, mais à part ça, elle doit évoluer. Elle évolue déjà encore. Et là, toute une série, au fond, de pistes ont été évoquées. À part le fait que ça devrait être décentralisé pour être durable, ce qui, je comprends bien, devrait en France être un challenge particulièrement grand, étant donné la structure institutionnelle et la répartition des compétences que vous avez. Mais en fait, il y a des tas de champs qui ont été évoqués, comme celui de la requalification énergétique, de la densification, de la mixité, des emplois, de l'agriculture périurbaine. En fait, tous les domaines où il y a des innovations qui peuvent se développer, qui peuvent, au fond, donner un autre visage à cette périurbanisation. Bon, tout ça, ça peut bien se passer. Le problème, c'est qu'on peut bien changer de lunettes. Ce qui est important, c'est de changer ce qu'il y a derrière les lunettes. Donc, moi, j'ai compris qu'il y avait aussi un gros problème de gouvernance sur plusieurs points. Et là, je dois avoir, moi, recours à ma petite liste. Sachant qu'il vous reste 7 minutes. Ah oui, monsieur, ça va très bien. J'ai compris qu'en fait, la première chose que j'ai perçue, c'est au fond la nécessité d'un lâcher-prise collectif. Un lâcher-prise par rapport à la volonté de contrôler, d'imposer, d'obliger à avoir une certaine urbanisation. Moi, je ne crois pas qu'il y ait à quelque part un système institutionnel qui puisse prétendre contrôler l'urbanisation en général. Je crois qu'on peut l'orienter, l'encadrer, éviter des choses, mais la contrôler, c'est, à mon avis, un exercice perdu. Et j'ai perçu un très grand besoin de lâcher prise par rapport à ça. Il y a toujours encore la tentation de vouloir contrôler les choses.
Une autre interrogation que j'ai par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait des aspirations? Est-ce qu'il y aurait des bonnes aspirations qui auraient une couleur politique, des mauvaises qui auraient une autre couleur politique? Qu'est-ce qu'on fait de ces aspirations-là? Et est-ce qu'on les nie, on leur laisse de la place dans le territoire, on les intègre, on les oriente, mais on doit leur donner une réponse à ces aspirations-là, quelles qu'elles soient. Je comprends que par rapport à cet exercice de gouvernance, c'est important de changer les règles entre les acteurs. Sinon, des acteurs différents, mais qui sont encadrés par les mêmes règles, vont produire les mêmes choses. Et dans ce sens-là, si j'ai bien compris, le premier élément qui paraît important, c'est d'avoir un système, un dispositif de gouvernance qui facilite des expérimentations locales, décentralisées, durables, pour donc contribuer à cette transition de la périurbanisation. Ça implique beaucoup d'acteurs. Ce matin même, on en a évoqué 2 ou 3, comme la SNCF. Je crois que la SNCF, hier, il y avait des gens qui parlaient, si j'ai bien compris, de la caisse d'épargne ou des institutions financières. Il y a bien sûr les politiques publiques de l'État central. Je ne sais pas quelle est la possibilité d'intervenir de gouvernements régionaux, de l'intercommunalité, d'acteurs privés, d'investisseurs. Mais là, il me semble nécessaire de construire une autre gouvernance pour produire un nouveau territoire. Dans ce cadre-là, 2 ou 3 éléments qui me paraissent importants, si j'ai bien compris, c'est la réforme des collectivités locales. Étant suisse, c'est vrai que c'est particulièrement frappant de prendre connaissance, même un peu rapidement, de la dynamique locale ou de l'absence de dynamique politique locale, profonde, réelle, partagée, assumée, décentralisée par les citoyens. C'est assez frappant, je dirais même des fois un peu choquant. J'ai compris qu'il y avait des problèmes de conflit entre politiques nationales. Je peux vous rassurer, je pense que c'est normal, c'est inévitable. Il faut en mesurer peut-être l'intensité. Les éviter, c'est peut-être un leurre, mais il faut essayer de, effectivement, les rendre compatibles le plus possible les unes avec les autres. Et puis finalement, j'ai compris qu'il fallait que quelqu'un finance ces opérations, disons, expérimentales d'abord, qui pourraient prêter à des réplications après, et que ce cadre financier qui me dépasse, parce que je ne comprends pas tellement comment circulent les recettes entre les différents niveaux de l'État, implique une solution pour qu'il y ait une chance pour que le périurbain et la périurbanisation puissent se réintégrer, participer au rééquilibrage du développement comme on en a besoin en général. Ça, c'est les principaux points que je voulais mentionner. Si j'ai encore 1 minute, je ne résiste pas à la tentation de vous présenter 2 autres choses que j'avais faites sur la relation entre densité et mobilité. Parce que c'est un peu la relation de la poule et de l'œuf, peu importe par quoi on commence, ce qui importe, c'est au fond l'interdépendance entre ces 2 éléments-là. Plus on a de densité, soi-disant, moins on a de mobilité, plus on a de mobilité, moins on a de densité. En fait, là au milieu, Vincent Kaufmann a introduit la motilité qui intervient sur la mobilité pour produire de la densité. Pour moi, ces choses-là ne sont pas très très claires dans quelle mesure plutôt la motilité induit plus, moins une autre mobilité qui aurait quelles conséquences sur la densité. C'est pour ça que je me suis permis de faire ces derniers slides qui me fait suggérer d'explorer les relations entre la motilité et la multirésidentialité. Il y a, je pense, un phénomène qui est en train de se massifier de ménages qui ont plusieurs résidences permanentes, plusieurs résidences permanentes et occasionnelles. Et je ne parle pas seulement des résidences secondaires, qui pour moi sont très importantes, qui font partie de cette multirésidentialité, qui contribuent. Comment est-ce que toute cette multirésidentialité contribue à la densité? Ça augmente, ça la diminue, ça dépend où j'habite. Si on fait la somme de tout ça, qu'est-ce que ça donne? Je suis très intrigué. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent Thévoz. Alors, 3e de nos grands témoins, Jean-Marc Hoffner. Merci. Alors moi, je n'ai pas le professionnalisme formel de l'EPFL, mais j'ai essayé de faire un effort sur le titre de mon intervention. Ça sera l'arbre, le maire et le hérisson. Vous êtes un peu Jean de La Fontaine de ces 2 jours, en fait. Oui. C'était plutôt Éric Rohmer, ma référence. Ça, on aime beaucoup aussi. Alors, pourquoi l'arbre? On a vu des images fort bien faites hier matin. Et je me suis fait la réflexion que quand il y avait des arbres,
Quand il n'y avait pas d'arbres, c'était très moche. C'était Télérama. Et puis quand il y avait des arbres, c'était très joli. Donc finalement, pour passer de l'enfer du pavillonnaire des Chalandonnettes, Albin Chalandon, années 70, ministre de l'équipement de Giscard, qui finance le pavillonnaire. Donc pour passer de l'enfer des Chalandonnettes au paradis bucolique des cités-jardins imaginées par les pionniers de l'urbanisme ou des quartiers résidentiels chics, eh ben, quelques arbres peut-être suffisaient. Et donc, vous savez, à New York, il y a un grand programme, 1 million d'arbres. Et je propose un grand programme sur le périurbain, 65 millions d'arbres. Alors, ça peut être des pommiers, mais pas seulement. Et alors, d'une part, ça permettra à notre ministre d'entendre bruisser le développement de la forêt. Et puis, ça aurait l'intérêt de porter un éclairage violent sur cette question, parce qu'effectivement, sur le périurbain, ça ne sera jamais des gros projets. Donc là, on a un grand projet national qui se décline en 65 millions de micro-projets locaux. Voilà, donc celles ou ceux qui ont encore une ligne directe avec Cécile Duflot et ses collègues, qui n'hésitent pas à transférer le message et l'idée, qui ne me semble pas si absurde que ça. Alors, le maire. En fait, ils sont plusieurs. Alors, je voudrais avoir 3 pensées amicales pour des maires un peu différents. Première pensée amicale, c'est pour les dizaines de milliers de maires qui dirigent les dizaines de milliers de petites communes françaises de moins de 2000 habitants. Ces maires, ce sont les régulateurs ou les non-régulateurs de tout ce dont on a parlé depuis 2 jours. Alors évidemment, ils n'ont pas le temps de venir au Forum des vies mobiles, ils ne savent même pas que ça existe. Ils n'ont pas le temps non plus de beaucoup réfléchir parce qu'ils ont 1000 choses à faire. Et pourtant, c'est de fait eux qui, politiquement, micro-décision après micro-décision, ont bâti ce périurbain. Vincent Renard, on a déjà cité, qui est notre grand spécialiste du foncier en France, il rappelle souvent, en chiffres à la louche, que sur 100 constructions annuelles, il y en a 2/3 en maisons individuelles, et sur 100 maisons individuelles, il y en a 2/3 en diffus. Voilà, et c'est bien ce 2/3 de diffus qui, entre guillemets, peut poser problème et qui échappe effectivement, on peut dire, à la régulation. Une deuxième pensée, qui elle est prospective, pour peut-être un jour le maire du périurbain qui deviendra un leader politique national et qui donc peut-être portera cette question. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre disait méchamment qu'on est dirigé par la gérontocratie. En tout cas, nos gouvernants sont globalement des maires ou d'anciens maires de ville-centre et éventuellement des présidents de conseils généraux qui, effectivement, compte tenu de leur moyenne d'âge, ont plutôt un passé avant l'exode rural qu'après. Et comme chacun recherche sa jeunesse, les départements aujourd'hui, à quelques rares exceptions près, voient effectivement dans leur territoire non pas un lieu de débat et de régulation sur le périurbain, mais bien un lieu de défense contre la grande ville et pour une revitalisation difficile des campagnes. C'est un vrai sujet qui est lié alors au mode d'élection, à la sélection des élites politiques, comme on dit. Mais c'est vrai que on a cherché un peu. Hein, il paraît que du côté de Houdan, il y a quelqu'un d'intéressant. Mais on cherche des élus de poids qui pourraient porter ce sujet. Et puis, les troisièmes maires, c'est ceux auxquels je vais rendre compte de mon activité de ces 2 jours en entrant à Bordeaux. Parce que moi, il faut que je légitime mes absences. Hein. Alors, j'en ai 2 privilégiés. Un directeur d'agence d'urbanisme, il a de la chance parce qu'il a beaucoup de patrons. Voilà, donc, quand on a beaucoup... ça rend libre. Voilà. Mais j'en ai quand même 2 un peu plus... un peu plus patron que les autres. J'ai le président de la communauté urbaine de Bordeaux, qui est président de l'agence d'urbanisme, Vincent Feltès. C'est à lui que vous pensiez alors.
comme futur président de la République issu du périurbain? Alors, lui, c'est un périurbain, c'est un peu limite. Lui, il a été maire de Blanquefort. Alors, Blanquefort, c'est une petite commune qui effectivement a des pratiques périurbaines, mais qui est au sein de la communauté urbaine de Bordeaux. Voilà. Donc, je vais lui raconter ce que j'ai fait, et puis je vais raconter ce que j'ai fait à Alain Juppé aussi, donc, qui est le seul élu bordelais que vous connaissez, mais qui n'est, entre guillemets, que maire de La gérontocratie à laquelle vous faisiez allusion à l'instant. Ah non, alors là, je ne me permettrai pas. Non, vous, non, mais Il est largement en dessous de la moyenne des présidents de conseils généraux. Alors, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire ce que Marie-Flore a dit, ce que tout le monde a dit. On vous a trompé. On vous a trompé, l'État vous a trompé, les urbanistes vous ont trompé. Le périurbain n'est pas une maladie honteuse qu'il faut éradiquer. Premier point. Deuxième point, il n'y a pas un habitant du périurbain, mais plusieurs diversités, je n'insiste pas, etc. Oublier les interprétations globalisantes et oublier, ou en tout cas relativiser les critiques liées aux questions environnementales sur le périurbain. Ça va leur faire un choc quand même. Hein. Ça va leur faire un choc parce que on ne change pas de paradigme facilement. Hein. Théorie des révolutions scientifiques, on bascule d'un côté à l'autre, voilà, mais il faut le temps de basculer. Bon. Alors je suis un peu moins pessimiste que Jean-Pierre sur la. Je pense qu'on est en retard, oui, de 20 ans, de 10 ans. C'est sûr que le politique est en retard quand même d'une guerre et que c'est une vraie question, et, y compris pour une organisation comme la nôtre, de se demander comment on peut faire prendre conscience, entre guillemets, plus rapidement les élus nationaux ou locaux sur ces sujets. Et puis je leur dirais donc, l'arrêt de l'étalement urbain, je prends ce mot-là, c'est plus un problème. La question, le sujet intéressant, c'est organiser le périurbain. Alors qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me dire, oui, ça a l'air intéressant ce que vous racontez. L'un des deux va peut-être s'étonner que une loi en cours de préparation passe l'essentiel de son temps à réexpliquer qu'il faut lutter contre l'étalement urbain. Bon, il se débrouillera avec ses amis politiques. Avec ses amis politiques. Mais surtout, je crois qu'ils vont me dire l'un et l'autre d'une même voix, OK, organiser le périurbain, mais ce n'est pas mon problème. Mais c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de créer une métropole millionnaire. Mon problème, c'est de densifier. J'ai besoin de discourir et d'agir sur la densification, sur la compacité, etc. Pour des tas de raisons, pour être sur une carte d'Europe où il y a les villes millionnaires, parce qu'il y a plein de gens qui m'expliquent qu'il faut qu'il y ait plus de monde pour atteindre des masses critiques, parce que c'est vrai que dans la plupart des rues de Bordeaux le soir, il n'y a pas foule et que le gradient d'urbanité d'une grande ville moyenne française, c'est quand même pas exceptionnel. Et puis surtout, parce que quand on a investi des milliards dans des équipements collectifs, ça serait bien qu'ils servent à quelque chose. Et quand on est en train d'investir 1 milliard sur le prolongement de lignes de tramway, ça serait bien s'il y avait des gens dedans. Voilà. Ce qui n'est pas joué. Ce qui n'est pas joué du tout. Donc je crois que, Laurent l'avait déjà commencé à le développer, la variable qui a peut-être manqué dans nos débats, c'est cette question de la croissance démographique. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle répartition? Alors, on n'est pas c'est pas le soviet suprême, hein, mais voilà, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on discute sur la répartition de la croissance démographique? Plutôt dans le centre, plutôt dans le périurbain, sachant que pour organiser le périurbain, il faut aussi de la croissance. C'est beaucoup plus simple d'organiser les choses si on est dans la croissance démographique, si on a des nouveaux grains à mettre ici et là. Alors à Bordeaux, comme à Toulouse, en gros dans le littoral ouest et le sud, on a de la chance d'avoir cette croissance démographique. Donc on peut dire, en y croyant, en se forçant un peu, mais en y croyant quand même, on peut dire qu'on peut à la fois densifier, intensifier l'agglomération et donner aussi un peu de croissance au périurbain pour qu'il puisse faire sa mutation vertueuse. Mais je pense que l'autre moitié de la France et d'autres pays
Hein, on pense toujours aux Schrumpfendenstädte, c'est ça, des villes allemandes, qui décroissent et qui sont obligés de dire à leurs habitants consommez plus d'eau, parce qu'autrement, l'eau elle stagne dans mes tuyaux et ça ne va pas. Voilà. Donc je crois que cette variable croissance démographique est extrêmement, extrêmement importante et qu'il faut vraiment la réintégrer dans nos débats. Alors, bon, moi, il va falloir que je leur réponde quelque chose, parce que s'ils me disent c'est votre problème, nous on s'en fiche, je ne suis pas content. Donc je vais essayer de leur expliquer que non, c'est aussi leur problème, parce que s'ils veulent faire métropole, comme on dit, faire métropole, parmi les définitions de la métropole, de la métropolisation, il y a cette idée que les interdépendances entre les territoires sont croissantes, s'intensifient. Voilà. Et j'essaierai de leur expliquer, mais ça a été dit à la fois durant ces 2 jours et à l'instant, que la question de la solidarité entre l'agglomération et le périurbain est une question centrale et donc qu'ils ne peuvent pas s'en dessaisir. Voilà. Alors solidarité, interdépendance spatiale, politique, financière, c'est évidemment là que les choses commencent à se compliquer, d'autant qu'actuellement, il n'y a pas vraiment d'espace de débat et de négociation sur ces sujets. D'où les pistes de réflexion que je proposerai volontiers autour de cette question du portage, vous avez dit de la gouvernance, mais du portage intellectuel, technique, politique, institutionnel, économique sur ces questions. Dès lors que finalement, la meilleure définition du périurbain, c'est peut-être de considérer que c'est le territoire où il n'y a pas de gros acteurs. Vous l'avez dit d'une autre manière, l'autorégulation, les liaisons faibles. Alors, quels acteurs ? On a commencé à en parler, parce que on peut se dire qu'on peut essayer de susciter des systèmes d'acteurs. Alors, les urbanistes, ils rêvent tous au leader intercommunal. C'est 4 minutes ou 4 secondes ? 4 minutes. Le leader intercommunal qui va apparaître parce que la carte de l'intercommunalité va s'organiser et on va enfin avoir des vrais notables pour ce périurbain. Voilà, c'est un peu paradoxal de faire un appel aux notables, mais c'est bien ça. Donc d'avoir des gens, des acteurs légitimes avec lesquels on puisse discuter de ça. Donc des leaders intercommunaux. Le département, ne désespérons pas. Les départements vont peut-être faire un jour leur aggiornamento et se dire que, effectivement, ce changement de regard, considérer que ce qu'on appelle, nous, le périurbain, c'est du périrural et c'est une autre façon d'organiser l'espace rural, peut être intéressant. Encore faudrait-il que les départements abandonnent cette idée de l'égalitarisme cantonal qui empêche toute réflexion d'aménagement puisque nivelle totalement les spécificités territoriales. Donc, un acteur intéressant. Un autre acteur intéressant, c'est des acteurs hybrides, comme on les aime ici, les paysagistes. Moi, dans mon agence, je ne recrute plus d'architectes urbanistes, je recrute des paysagistes urbanistes. Parce que les paysagistes, ils s'intéressent aux grands territoires, ils s'intéressent aux espaces intermédiaires, ils s'intéressent aux arbres. Voilà. Donc je pense qu'il y a une technicité du périurbain à inventer, mais qui sera peut-être plus du côté de ces paysagistes que du côté de nos grands architectes. Un autre exemple, la Poste. La Poste, c'est pour ne pas parler de la SNCF, vous l'avez compris, c'est un opérateur de proximité étonnant, d'un dynamisme également étonnant, avec des facteurs qui ne transportent pas que du courrier, qui transportent plein d'autres choses, qui ramènent plein d'autres choses dans leur sacoche. Et donc avec, puisqu'on a beaucoup parlé de cette nouvelle proximité, avec une volonté de mailler, mais autrement, le territoire. Les nouveaux opérateurs, c'est aussi tous ces nouveaux entrepreneurs qui inventent des applications, des gens un peu comme Ludovic Bu, là, ils ont 10 idées à la minute, et puis il y en a une qui marche de temps en temps, mais qui le fera devenir le nouveau patron de Google dans quelques années. Les gestionnaires des centres commerciaux, c'est comme les élus, il y en a qui sont intelligents, et puis de toute façon, ils le sont par essence parce qu'ils s'adaptent effectivement très vite. Un qui vous surprendra peut-être plus, les agences régionales de santé.
la santé est un problème majeur et le deviendra encore plus pour les jeunes, pour les vieux, pour tout le monde. L'accès aux soins ne peut plus s'organiser comme aujourd'hui. L'ARS peut devenir un opérateur du périurbain. Alors, donc, pas de périurbanisation sans métropolisation heureuse, c'est un peu mon slogan. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à l'instant sur l'idée que le périurbain est certainement un territoire privilégié d'expérimentation d'une action publique renouvelée. Renouvelée dans ses méthodes, dans ses acteurs, où on s'intéresse plus au soft qu'au hard, où on est plus dans le partenariat que dans l'introversion institutionnelle. On est plus dans la multiplicité des petits projets que dans le grand projet à ruban rouge qu'on peut couper avec photo en première page du quotidien régional, où on est plus dans l'expérimentation et l'évaluation que dans la doctrine technique. Alors c'est du rêve tout ça, mais je pense que c'est intéressant d'anticiper le fait que ces nouveaux modes d'action très adaptés au périurbain devraient aussi l'être pour d'autres sortes d'actions publiques. Et le hérisson, me direz-vous? On l'attendait. Voilà. Il se hâte lentement et le hérisson il arrive en 2 minutes. à point. Alors le hérisson, ce n'est pas la victime expiatoire de l'automobiliste périurbain qui l'écrase avec délectation quand il part le matin. C'est beaucoup plus pédant. C'est la fable de Schopenhauer qui explique que vivre ensemble, c'est un peu comme les hérissons qui ont froid la nuit ou l'hiver, donc qui se rapprochent. Et puis évidemment, quand ils se rapprochent trop, ça pique. Donc ils se distancient. Et moi, j'aime bien cette image de la bonne distance. Et je développe l'idée que si l'architecte s'occupe des lieux, l'urbaniste, lui, il s'occupe des espacements, il s'occupe des distances, il s'occupe de la régulation du proche et du lointain. Et ça fait écho à beaucoup de choses qui ont été dites plus ou moins explicitement sur effectivement la réinvention de nouvelles proximités, sur la fameuse articulation des échelles chère aux géographes. Et il y a quelques sociologues qui disent que le périurbain, il marche bien parce qu'il offre de justes distances aux habitants qui sont intéressés par ce type de mesures et de métriques. Et donc je pense, pour finir, que penser ces justes distances, des distances justes, c'est-à-dire à la fois dans la justice sociale et économique et dans la justesse dans la relation avec les modes de vie, ça fait partie de cette ambition du Forum des vies mobiles qui est de concevoir les bonnes vies mobiles. Voilà. Et comme je suis le dernier à parler avant vous, je voulais en profiter, mais vous le ferez aussi, j'imagine, pour remercier beaucoup le Forum des vies mobiles, parce que je crois qu'il a trouvé un dispositif de travail extrêmement intéressant et qu'on a pu ainsi bien phosphorer pendant 2 jours. Merci à vous. Merci à vous, Jean-Marc Hoffmer. Rechten.